mettre un petit peu dans cette nouvelle dynamique, avec toutes ces nouvelles technologies, avec aussi ces nouvelles méthodes de management, je propose d'accueillir quelqu'un qui a plein d'idées novatrices sur ces sujets. Je vais en accueillir Brice Chalanel. Équipé telle Madonna, car c'est donc qu'on a donné ce micro maintenant qui vous donne. Oui, parce que moi aussi j'ai voulu être un peu unique et différencié dans mon apparence et je réponds donc complètement à la courbe de Tristan Benaïm. Voilà. Vous êtes professeur à Sciences Po et HEC. Votre sujet de prédilection, ce que vous enseignez, c'est la créativité. Absolument. Voilà, parce qu'on peut être un peu créatif, mais encore faut-il que l'on vous appuie là où il faut pour essayer de la développer. Vous êtes auteur de Multiplier vos idées chez Duno, on en parlera tout à l'heure. Mais cela dit, les méthodes que vous apprenez à des futurs managers, parfois qui ont envie, bien entendu, peut-être pas d'être forcément le créateur de leur petite entreprise, mais des managers de grandes sociétés. Est-ce que ces méthodes que vous enseignez aujourd'hui à Sciences Po, HEC, peuvent s'appliquer à des sociétés, des PME qui ont que 2, 3, 4 employés, comme c'est parfois le cas de beaucoup d'agents généraux d'assurance? Alors, bien entendu, c'est possible et même, je dirais, c'est obligatoire. Donc la question n'est pas tant est-ce que c'est possible, comment va-t-on faire? Ça, c'est la question. Non seulement nous travaillons avec les écoles, HEC, Sciences Po, mais nous travaillons aussi avec des agents généraux. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est que l'année dernière, pendant 6 mois, nous avons travaillé avec un certain nombre d'agents généraux sur toutes les méthodes pour innover, être créatif, se retrouver, puiser de l'information. Avant de décrire un petit peu le programme de la conférence, je voudrais revenir sur un point qu'a énoncé Tristan Benaïm et qui nous a tous interpellés. C'est le père de famille et son autorité dans la famille. On a vu la courbe qui est passée de 60% à 24%. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2005 pour faire cette chute brutale de 32 à 24%. Et on s'est tous demandé, probablement vous aussi, mais qui est devenu le chef de famille? Probablement pas la mère de famille. Certainement pas les enfants de la famille. Est-ce qu'il y a juste plus de chefs dans la famille? Ou est-ce que, au contraire, la nouvelle société, c'est celle dans laquelle, collectivement, la famille décide de son parcours et de son avenir? Et ça, c'est un des credos, pour moi, de la créativité et de l'innovation. C'est qu'en fait, il n'y a plus une seule personne qui est aux commandes, nous sommes tous collectivement aux commandes. Et pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est unique et irremplaçable. Chacun d'entre nous aspire à cette unicité. On est ici 2000, rassemblés par un lien fort, mais chacun des 2000 unique et irremplaçable. Dans la grande famille d'AGA, chacun est unique et irremplaçable. Et dans la petite famille de chacune de vos agences, c'est la même chose. Alors, je voudrais vous raconter quelques petites histoires pour illustrer ce point. Tristan a montré beaucoup de courbes et moi je vais vous raconter beaucoup d'histoires. La première histoire se passe loin d'ici, non pas en France ou en Europe, mais au Japon. Au Japon, la plus grande compagnie ferroviaire mondiale, Japan Railway East, décide un jour de creuser un tunnel pour relier Tokyo à l'île au nord d'Hokkaido. Et vous savez, au Japon, il y a beaucoup de montagnes, donc des longs tunnels à creuser. Et l'un d'entre eux doit traverser le mont Tanigawa, qui est une montagne sur laquelle trônent des neiges éternelles et qui souffre du coup d'un problème majeur, les infiltrations d'eau dans le tunnel. Des délais, des coûts, des problèmes techniques se posent de plus en plus. On a des rivières d'eau qui coulent à l'intérieur des tunnels du mont Tanigawa. Et Japan Railway East se demande comment faire. L'un des ingénieurs, un jeune, qui vient d'arriver, dit « Écoutez, moi je vais aller passer 1 ou 2 semaines sur le chantier et voir ce qui s'y passe. » Il part sur le chantier, passe 1 ou 2 semaines là-bas et un fait l'étonne. Non pas dans les techniques de forage, non pas dans l'eau elle-même, mais dans le comportement des ouvriers. Les ouvriers viennent sur le chantier du mont Tanigawa avec un repas pour le déjeuner, mais pas de boisson. Pourquoi? Parce qu'à l'heure du déjeuner, ils tendent le gobelet, à peu près n'importe où d'ailleurs dans ce chantier, et il y a de l'eau qui tombe dedans. Et là-dessus, l'ingénieur leur dit, mais enfin quand même, vous buvez l'eau des infiltrations du chantier, c'est pas terrible. Et ils lui répondent, mais si, c'est la meilleure eau du Japon. Nous, on est des ouvriers locaux, on habite dans les villages de la montagne, et on sait tous que l'eau de Tanigawa, c'est la meilleure eau du Japon. Qui d'autre que sait que cette eau est la meilleure eau du Japon? Qui d'autre que a cette information ou cette prétention, ou cette idée, en tout cas cette proposition? L'ingénieur l'entend et se dit, tiens, pourquoi pas créer une marque d'eau minérale à partir de l'eau qui s'infiltre et transformer ce qui était une contrainte en ressource. Plus tard, cette marque, appelée Oshimizu, va se diversifier dans les sodas, dans les sirops, va se diversifier dans sa distribution, d'abord exclusivement dans les trains pour s'assurer un marché captif, puis dans les gares, puis dans la grande distribution, puis à l'intérieur des cafés et des restaurants. Et au total aujourd'hui, pour Japan Railway East, Oshimizu représente 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et un quart des bénéfices. Résumons en quelques mots ce qui s'est passé. D'abord, un problème. Infiltration d'eau, des coûts, des délais qui augmentent, mais aussi une observation toute simple
Et cette observation, c'est que les ouvriers du chantier boivent l'eau en tendant un gobelet et en prenant l'eau qui en vient. Là-dessus, une proposition, installer une station de pompage dédiée qui va filtrer l'eau, la purifier et qui va en faire en sorte d'être une vraie station d'eau minérale, compensant largement évidemment les coûts de la sortie de l'eau et au passage créant, par le développement qui va en suivre, une gamme de sirop et de soda, la diversification et les chiffres qu'on s'est dit, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et 25% des bénéfices. Une simple observation, mais qui vient du terrain. On a beaucoup parlé déjà ce matin de la proximité. La proximité, c'est ça. C'est pas une notion, un vague concept. C'est ce que chacun d'entre nous sait et pour lequel il est unique et irremplaçable parce que personne d'autre que lui ne le sait. Alors, on peut dire dans ce cas-là, l'innovation coule de source dans tous les sens du terme. Malheureusement, c'est une longue rivière et il faut la tamiser car toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Tamiser les rivières, et pour ça, on va utiliser 2 tamis. Le premier pour essayer de capturer des idées en or. Et là, j'ai encore 2 ou 3 histoires que je vais vous raconter plus brièvement. Qui sait, à part l'hôtesse de l'air d'American Airlines, qui a passé 20 ans de carrière à bord des avions, qui sait qu'il ne fallait que 5 capuchons pour les tasses à café et non pas 10 comme on lui en donne toujours. Un jour, un programme de réduction de coûts est mis en place et on lui demande son opinion et elle dit, écoutez, moi ça fait 20 ans que je suis à bord des avions, je ne comprends pas pourquoi on me donne 10 capuchons pour les tasses à café. À chaque fois j'en jette 5 parce que c'est plus cher de les recycler que de les jeter. C'est dommage. On passe de 10 à 5 capuchons de tasses à café, 60 000 euros d'économie par an pour American Airlines. Oral-B, la grande marque américaine de soins dentaires, se pose des questions sur comment faire en sorte que nos consommateurs, et notamment les plus jeunes, les enfants, prennent très tôt de bonnes habitudes d'hygiène dentaire. Et ils inventent toutes sortes de petites brosses à dents pour les petites mains des enfants. Malheureusement, c'est un échec commercial et toutes leurs tentatives sont vaines. Un jour, l'assistante du directeur marketing d'Oral-B lui dit « Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Mon fils n'arrive pas à utiliser vos petites brosses à dents parce que lui, il ne se sert pas de ses doigts comme vous. Il n'est pas aussi agile que vous. Il se sert de sa main comme d'une pince. Et ce dont il a besoin, c'est pas d'un tout petit manche qu'il n'arrive pas à tenir, c'est un gros manche qu'il puisse saisir avec toute la main. » Oral-B, vous l'imaginez, lance une brosse à dents avec un gros manche, 3 fois plus gros qu'un manche de brosse à dents normal, et le marché des brosses à dents pour enfants décolle. Parce qu'enfin, il y a une brosse à dents qu'ils peuvent tenir dans leurs petites mains. Qui sait toutes ces choses-là? Est-ce que le président d'American Airlines sait qu'il fallait 5 et non pas 10 capuchons de tasses à café? Est-ce que le président ou le directeur marketing d'Oral-B sait, a pris le temps d'observer, est chez lui pour observer que les enfants, avec leurs petites mains, prennent comme une pince les brosses à dents au lieu de les prendre avec les doigts? Chacun d'entre nous, par son observation, par sa connaissance du terrain, est unique et irremplaçable. C'est vrai de vous, c'est vrai aussi de vos équipes. Et d'où un impératif majeur en termes d'innovation, c'est de faire ensemble avec les équipes le geste de l'innovation en baissant ce qu'on va appeler aujourd'hui la frontière intellectuelle. La frontière intellectuelle, c'est quoi? C'est cette ligne invisible qui départage l'entreprise en 2. Au-dessus, on est missionné par l'avenir, on réfléchit et on innove, et en dessous, on exécute. Cette ligne invisible est niée par tous les patrons.